Réindustrialiser la France tout en décarbonant l'industrie que l'on a déjà, voilà deux enjeux de taille hérités notamment de la crise de la Covid et de nos engagements des accords de Paris. Pour en parler, je reçois Anaïs Voigelis, docteure en géographie, chercheuse à l'IAE Poitiers et spécialiste des questions de réindustrialisation et de géopolitique. Vous écoutez Échange climatique épisode 25, comment l'industrie française peut-elle soutenir sa transition écologique ? Bonjour Anaïs Voigelis, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? je vais me présenter de manière assez succincte. Je suis docteur en géopolitique de l'Institut français de géopolitique et maintenant je suis chercheuse associée à l'Université de Poitiers où je conduis des recherches sur les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation de la France. Donc ça sous-entend tous les sujets qui vont être connexes à la réindustrialisation et pas uniquement une histoire d'implantation d'usines dans nos territoires, mais comprendre toutes les ramifications qui sont liées à la réindustrialisation et surtout pour avoir une réindustrialisation qui soit durable et soutenable. Si je vous dis, si l'énergie est le système sanguin de l'économie, l'industrie en est le métabolisme. Elle ingère les aliments sous leur forme brute, les minerais, l'énergie, les hydrocarbures, pour les transformer en substances et produits, barres d'acier, blocs de béton, poudre, qui permettront toutes les activités finales comme se déplacer, se nourrir. Vous avez peut-être reconnu, c'est une définition dans le PTF, le livre de chiffres. Qu'est-ce que vous pensez de cette image? L'industrie, c'est le métabolisme. C'est une très bonne image, je trouve, parce que on ne se rend pas compte de la place très importante qu'a pris l'industrie, ou en tout cas les biens industriels dans notre vie quotidienne. C'est pour se loger, comme c'était dit, se nourrir, mais aussi se soigner, se déplacer et éventuellement se défendre, parce que dans le contexte de la guerre en Ukraine, la question de la défense se repositionne aussi. Mais c'est pas que ça, c'est aussi communiquer, parce que pour avoir des discussions, soit via nos téléphones, nos smartphones, soit via les ordinateurs, etc., ça repose aussi sur des procédés industriels et des infrastructures physiques. On a tendance parfois à imaginer le numérique peut-être comme quelque chose de flottant, mais derrière, il y a réellement des infrastructures solides et qui reposent sur ces procédés industriels et qui sont souvent liés à des produits industriels ou des biens industriels, des équipements industriels. Et donc, ça montre à quel point l'industrie est dans notre quotidien et que finalement, elle est clé en fonction de la vision de société qu'on veut construire. On ne va pas bâtir la même industrie, on ne va pas se doter des mêmes capacités et on a tendance à l'oublier parce qu'on a tellement poussé l'industrie loin de nous sur un certain nombre de biens qu'on a du mal à imaginer toutes les réalités que ça recouvre et ce que ça sous-entend pour toutes les transformations qu'on a à conduire. Quel est l'état de l'industrie en France aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste, qui n'a pas été encore déindustrialisé? Qu'est-ce qu'on fait encore de bien aujourd'hui en France? Il y a énormément de choses bien en France. On le dit pas parce qu'on ne le sait pas. Alors on a encore, les industries, hein, les classiques, les industries, de l'aéronautique, de la défense, qui sont fortes. On a des industriels qui vont être les leaders européens ou mondial dans un segment de marché. On a par exemple le leader mondial, en France, du parc-mètre. Alors, c'est peut-être basique le parc-mètre, mais en tout cas, c'est une entreprise française. On va avoir des entreprises qui vont maîtriser des domaines de pointe dans des lasers, de l'optique, des choses comme ça. Et ensuite, on a plein de PME et de TPE, de PME qui sont, de belles entreprises industrielles, qui maîtrisent parfois des technologies de pointe ou qui ont des savoir-faire oubliés. C'est-à-dire en France, on dit: «Oui, on sait plus faire ci ou ça». En fait, on sait faire plein de choses parce que l'industrie, elle est partout. Elle est, l'industrie du luxe, elle peut être partout à Paris, et en Île-de-France et en France et puis il y en a plein d'autres industries qui irriguent le territoire, mais qu'on ne connaît pas parce que ces entreprises ne font pas de pub, qu'elles sont, sous-traitantes de rang 2 ou 3 de fleurons industriels français, dans l'aéronautique ou même dans l'automobile. Hem ou dans le domaine de la santé. On ne les connaît pas parce elles ne sont pas visibles. Elles ne sont même plus visibles, à l'œil nu. C'est-à-dire que quand vous traversez une zone artisanale ou une zone industrielle, il y a plein d'activités industrielles qui sont en dehors des poncifs, qui ne sont pas des cheminées qui fument, ou autres et pourtant qui sont des activités dans les codes INSEE industriels
qu'on ne voit pas. Des gens qui font de la chaudronnerie, qui vont faire de la mécanique de précision, qui vont faire de l'emboutissage, qui vont faire de la soudure. Et ça, on ne les voit pas dans le quotidien. Et le problème de ces entreprises, c'est que pour qu'elles se développent et qu'elles deviennent de plus grandes entreprises, elles ont besoin, de se faire connaître de leurs pairs pour attirer, remplir leur carnet de commandes qui va leur permettre d'aller plus loin dans la maîtrise des procédés industriels, d'agrandir leur site, et d'accroître, leur recrutement. Mais pour ça, il faut qu'elles aient une visibilité sur les carnets de commandes. Alors, on fait encore plein de trucs bien. Néanmoins, on reste le pays le plus désindustrialisé de la zone euro. Qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le chômage, sur notre balance commerciale, sur la géopolitique, sur notre souveraineté, sur notre capacité à mener à bien notre transition écologique? Si je vous pose la question, c'est que vous et moi, on n'a pas connu la France des Trente Glorieuses, et qu'aujourd'hui, on peut avoir du mal à faire le lien entre des décisions voulues par Giscard il y a 50 ans et des éléments de notre quotidien. Alors, ce qu'il y a, c'est que, l'équilibre de la balance commerciale ou une balance commerciale excédentaire ne veut pas forcément dire un taux de chômage, très bas. Si on regarde l'exemple allemand, on a une balance commerciale, élevée, Mhm. excédentaire, mais et un taux de chômage très faible. Et si je regarde l'Italie, j'ai une balance commerciale excédentaire, mais j'ai un taux de chômage beaucoup plus élevé parce que ça dépend des trajectoires des États et j'ai une base industrielle beaucoup plus solide. C'est juste que j'ai, des services publics ou des services, autres, qui vont être moins développés. Donc il faut le regarder au cas par cas et finalement, la réindustrialisation, en France, elle va venir créer de l'emploi dans un secteur enfin dans ce secteur privé et induire des emplois, notamment, par les effets d'entraînement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas faut pas penser que la réindustrialisation va forcément résoudre tous les problèmes et qu'on peut toujours trouver des contre-exemples. Si je vous disais, la réindustrialisation, elle va permettre de faire baisser le chômage, c'est vrai. Peut permettre d'augmenter les exportations et donc de rééquilibrer notre balance commerciale, c'est vrai aussi, mais vous pourrez toujours me contredire avec d'autres exemples. Tout dépend de la manière dont on construit cette réindustrialisation. Ce que ça veut dire en termes géopolitiques, ça veut dire d'assumer aussi à un moment certaines rivalités à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle internationale, d'assumer des rapports de force et de construire bien cette vision en fonction de notre volonté de mieux maîtriser certaines chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort de décomposer toutes les chaînes de valeur, identifier là où on a des points forts et des avantages comparatifs, par exemple dans l'électronique, se dire où est-ce que la France a aujourd'hui des avantages comparatifs sur le sujet R&D, bureau d'études, développement. On a encore des acteurs forts dans le domaine de l'électronique. Et de se dire, il y a certains points qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais est-ce que les points qu'on maîtrise peuvent nous permettre de bloquer des productions à l'étranger? Je prends l'exemple des semi-conducteurs. On voit qu'aujourd'hui, la production des semi-conducteurs, elle se passe principalement à Taïwan, 85% de la production de semi-conducteurs chez TSMC. Mais les Taïwanais, pour produire des semi-conducteurs, ils dépendent d'industries européennes. Ils vont dépendre de ARM en Royaume-Uni, ils vont dépendre de ASML, ils vont dépendre d'autres acteurs. Et donc, on voit bien que si on était capable de se positionner comme une seule voix à l'échelle européenne, on pourrait dire, eh bien, on peut créer ce rapport de force parce que les autres ont une capacité dépendante de nous. Mais il faut vouloir assumer ce rapport de force et de se dire qu'on a un moment, ce qu'on va chercher à créer, c'est la maîtrise de points clés de ces chaînes de valeur pour pouvoir négocier avec les autres et pas être le dernier servi quand il s'agit de distribuer des semi-conducteurs et pas passer après la Chine, l'Asie de manière générale ou les États-Unis. Et puis, il y a ce qu'on veut maîtriser de manière clé sur notre territoire et donc on va rapatrier. Avant de parler de réindustrialisation, je voudrais qu'on parle de déindustrialisation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la France des Trente Glorieuses en termes d'industrie? Quels étaient les grands secteurs, les grands fleurons nationaux? Qu'est-ce qu'on produisait à l'époque, voire même qu'on exportait, qui nous garantissait une certaine souveraineté et qu'on ne produit plus aujourd'hui? Alors d'une certaine manière, on produisait
beaucoup plus de choses en termes de diversité de produits, mais on n'était pas sur les mêmes volumes. Par exemple, si je prends l'exemple du textile, on avait une industrie textile très forte en France qui s'est effondrée à partir des années 70. Et puis, il y a eu la fin d'un certain nombre d'accords internationaux et l'ouverture de certains pays comme la Chine, donc, qui ont modifié totalement l'organisation mondiale de la production. Mais on ne produisait pas autant de textiles qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a une consommation de masse de ces biens qui fait que on n'est pas du tout sur le même volume de production. Et en plus, on le fait presque plus en France. Mais donc, on avait cette industrie pour se vêtir. On avait une industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, la balance commerciale de l'industrie agroalimentaire est encore à l'équilibre, mais on voit qu'elle s'érode d'année en année avec la concurrence de produits étrangers qui viennent aussi du monde entier avec des boucles de production qui sont parfois totalement incohérentes. On avait une production aéronautique qui reste un des fleurons industriels français. On avait le ferroviaire, on avait l'automobile. En tout cas, on avait presque l'ensemble des productions nécessaires à notre autonomie, ce qui ne voulait pas dire qu'on n'avait pas des intrants qui venaient de l'étranger. On a depuis des centaines d'années plutôt, on a des intrants qui viennent de l'étranger. On importe depuis très longtemps le cacao, le café et d'autres choses qui ont été liées aussi à l'essor de la mondialisation. Mais c'était une base industrielle qui était au départ aussi très tournée vers le marché intérieur et pas forcément l'exportation. En tout cas, on avait de l'exportation, mais pas dans la même mesure que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, ce que peuvent connaître certains pays. Et on avait surtout des grands programmes qui étaient liés à la volonté du général de Gaulle d'assurer l'indépendance de la France dans des domaines qu'il jugeait stratégiques, l'aéronautique, les télécommunications. Alors, il y a eu le plan calcul qui a été un échec. Et c'était vraiment cette volonté de se dire que la France devait être indépendante, et notamment par rapport aux États-Unis. Et puis petit à petit, là, on a perdu toutes ces choses avec la vente de fleurons industriels, alors qui ont été d'abord, pour certains qui étaient publics, qui ont été nationalisés, puis qui ont été vendus à des grands groupes étrangers. Public puis privatisé? Oui, oui, privatisés, nationalisés pour certains, puis privatisés, et ensuite vendus en général par découpage à différents groupes. Une dernière grande vente qui a choqué l'opinion publique, c'est la vente d'Alstom à GE, en tout cas d'une des branches d'Alstom à GE. Hem, donc voilà, vous avez un petit peu répondu à ma prochaine question. Pourquoi les usines se sont-elles mises à fermer massivement derrière? Vous avez parlé de la mondialisation. Dans les différents interviews que j'ai entendues de vous, vous parliez aussi d'une volonté politique. Oui, alors la volonté politique, elle est... Si on reprend l'histoire, je considère que quand on veut parler de réindustrialisation ou de renaissance industrielle, je préfère ce terme à réindustrialisation, on est obligé de comprendre pourquoi la France est désindustrialisée. Et une des choses qu'on peut constater, c'est que la France n'est pas l'un des seuls pays, on va dire, du monde occidental, entre guillemets, à avoir vu une érosion de sa base industrielle. On voit aussi que le poids de l'industrie dans le PIB allemand a diminué. On voit la même chose en Italie. Par contre, la France, il y a eu un recul beaucoup plus massif, notamment à partir des années 90, et une difficulté à repartir dans des secteurs qu'on pourrait juger clés au regard des avantages comparatifs ou des intérêts stratégiques du pays. Et cette désindustrialisation, elle commence dans les années, milieu des années 70 avec les deux chocs pétroliers. Et elle se poursuit, on va dire, jusqu'au choc un peu de la crise de 2008-2009. Et il y a à la fois des facteurs macroéconomiques, il y a à la fois une évolution du cadre mondial, et puis il y a eu, je pense, un consensus au sein des élites, à la fois politiques et économiques, sur l'idée que l'industrie n'était plus un secteur clé dans une économie, on va dire, mature, et qu'il fallait se concentrer sur les tâches en amont et en aval de la production, et puis qu'on arriverait à créer de la valeur dans d'autres secteurs. Ça a été promené par des industriels, notamment Serge Tchourouk d'Alcatel, qui n'est pas l'inventeur de ce modèle d'entreprise sans usine. Le groupe Nike s'est fondé là-dessus, en se concentrant sur le design, le marketing, la distribution des produits, puis en confiant toute la production à des entreprises étrangères pour optimiser ses coûts. Mais en tout cas, ça a été porté par certains dirigeants qui se sont dit cette production, on peut la confier à d'autres, avec des réussites, à mon avis, très différentes, prouvant que ce modèle, s'il peut exister dans certains cas, n'est en tout cas pas la panacée, et puis ne doit pas être
le cap que se donne une nation. Parce que la France, finalement, aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation de dépendance subie, pas une dépendance choisie. Elle a une balance commerciale très déficitaire, même si on peut la relativiser avec la balance des paiements, avec des grands groupes qui ont un capital essentiel, enfin, presque à 50% étrangers. Donc finalement, on est aussi dépendant de la décision des actionnaires sur les stratégies industrielles et la perte de culture, de savoir-faire et de vision de pourquoi est-ce qu'on veut une industrie. Aujourd'hui, on peine à reconstruire cette vision. Donc ça vient aussi de toutes ces histoires. À partir des années 80, on se dit l'industrie n'est plus centrale dans notre société. Donc, prochaine question peut-être un petit peu bizarre, mais où vous mettez le curseur entre la volonté politique et subir le marché international, dans le sens où, pour une entreprise, ça devient très intéressant de sous-traiter ou de délocaliser une partie de sa production et après, de fil en aiguille, d'autres pays nous rattrapent, finalement nous dépassent. Mm. Alors, je pense pour les entreprises, il y a des entreprises qui n'ont pas choisi ce modèle, qui ont décidé de rester en France et de faire de la France, de produire en France une fierté et un axe de leur développement commerciaux et de leur communication. Ce qu'il y a, c'est que quand les grands donneurs d'ordre se délocalisent, ils vont entraîner avec eux de force parfois, et de fait en tout cas, leurs sous-traitants. Et l'équilibre, en effet, entre ce qui est la volonté politique et ce qui est du ressort des entreprises n'est pas forcément simple à trouver. Mais premièrement, on sait qu'il y a des États qui affichent des ambitions politiques très fortes et qui sont capables de prendre des mesures à un moment pour protéger ou préserver leur industrie. C'est ce que fait la Chine, hein, malgré le fait qu'elle ait rejoint l'OMC. La Chine a fermé des pans entiers de secteurs industriels en disant ce sont des secteurs stratégiques, une entreprise étrangère ne peut pas venir sur notre territoire. Par exemple, dans les télécommunications, ce qui lui permet aussi de faire émerger des mastodontes type Huawei, parce qu'il y a une taille de marché qui permet, et un soutien d'État qui permet l'émergence de cela. Nous, dans la volonté politique, et la question, elle se joue de l'arbitrage entre l'échelle française et l'échelle européenne. Le problème, c'est qu'on est quand même dans un cadre européen qui est très contraignant, donc beaucoup de batailles doivent se mener à l'échelle européenne. On a raisonné sur une concurrence libre et non foncée à l'échelle du continent européen, mais qu'on a appliqué finalement pour toutes les autres entreprises qui rentrent sur le territoire. Et donc, on a une grande capacité à créer des déficits de compétitivité, à la fois par les normes qu'on va imposer à nos entreprises sur le territoire national ou européen, tout en laissant entrer des entreprises qui ne sont pas soumises aux mêmes normes avec leurs produits, enfin surtout faire rentrer leurs produits sur le territoire sans leur imposer les mêmes normes. Donc, de fait, il y a des biais de compétitivité qui se créent. On a faussé la compétitivité à l'échelle européenne par des mécanismes de dumping fiscal où on a part d'harmonisation fiscale. Et donc, finalement, c'est qui va baisser le plus la fiscalité pour attirer des activités de siège ou des activités d'entreprise. Pouvez être concret, par exemple, l'Irlande, le Luxembourg L'Irlande, le Luxembourg, mais tous les pays ont abaissé aujourd'hui le taux d'impôt sur les sociétés. L'Allemagne est à 16%. Vous allez avoir... en fait, on pourrait... alors, c'est dommage, on est dans un podcast, mais il y a une carte on pourrait partager qui est uniquement sur l'impôt sur les sociétés. Alors, il y a une fiscalité qui est très diverse, où on voit que tous les pays ont baissé leur fiscalité d'impôt sur les sociétés de l'ordre de 10 à 15% au cours de ces 15 dernières années. Et on a aussi un phénomène de dumping fiscal, où vous allez avoir des pays comme la Bulgarie qui vont être en dessous de 10 euros de l'heure. Dumping social, je dis dumping fiscal, dumping social, où la Bulgarie est en dessous de 10 euros de l'heure, et vous allez avoir la France qui est à 35 ou 37 euros de l'heure, comme l'Allemagne, comme la Belgique. Et le problème, c'est que l'Europe, elle a été pensée pour une harmonisation vers le haut, et aujourd'hui, elle se retrouve sur des phénomènes de concurrence qui rendent complexe ce mécanisme de réindustrialisation et qui entretiennent aussi tous les débats sur la compétitivité prix, et alors qu'on pourrait positionner ça sur la compétitivité hors coût. Et après, il y a les stratégies d'entreprise. Et bien entendu, il y a l'idée de toujours s'approvisionner au moins cher. Et là, c'est tout l'enjeu dans le contexte actuel, de se dire, mais en fait, il n'y a pas que le prix qui compte. Il y a d'autres arguments qui doivent être mis en avant. Alors déjà, par les phénomènes d'automatisation, etc., dans un certain nombre de cas, le différentiel de prix ne se fait pas toujours.
qu'on peut se questionner sur les stratégies d'entreprise et notamment avec les mécanismes prix de transfert, de remontée vers, enfin de coûts de sièges qui vont être imposés à certains sites et cetera et donc peuvent, fausser, enfin qui vont induire une compétitivité prix qui va être différente et on peut se questionner sur, le choix des entreprises très frontalement. Quand on dit: «C'est pas possible de produire, par exemple, des véhicules, légers en France parce que, c'est trop cher», on a l'exemple de Toyota qui produit dans le Nord des véhicules légers. Donc ça montre bien aussi qu'il y a derrière, quelle est la stratégie du groupe, quel est le prix de revient qu'il met et comment est-ce qu'il décompose, le calcul de son prix, d'un véhicule et donc derrière ça, ce qu'on voit, c'est que, bien, parfois le déficit de compétitivité existe, sûrement. Il ne faut pas nier le débat, il faut le poser de manière, très honnête et objective. Mais il y a aussi des stratégies d'entreprise qui sont liées à la répartition de la valeur qui vont être au sein de l'entreprise et plein d'autres questions comme celle-ci. Ça fait 2 points à l'actif, de l'Union européenne. Du coup, ben, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous, qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne? Est-ce que c'est un boulet dans la réindustrialisation dans la, le mot que vous utilisez tout à l'heure, c'était la renaissance, industrielle, française. Est-ce que c'est un boulet pour la France, pour les autres pays? Ou alors est-ce que ça peut être, un atout? Hem, je ne pense pas que ce soit réellement un boulet. Je vais expliquer pourquoi. Un, parce qu'il y a des pays dans le contexte européen qui s'en sortent très bien, avec des structures de coûts similaires à la France. L'Allemagne, alors l'Italie qui a une structure de coûts un peu différente, mais qui arrive aussi à garder une base industrielle solide. Vous avez des pays dans le nord de l'Europe qui ont des stratégies industrielles différentes, mais qui arrivent à être plus performants que la France. Donc on est sur quelque chose qui est aussi la stratégie des États au sein de l'Union européenne. Et on a des pays qui vont être beaucoup plus offensifs dans la construction des réglementations européennes que ne vont l'être que ne va l'être la France. Par exemple, on a des batailles qui se font autour de la taxonomie. Alors, je m'écarte un peu du sujet industriel, mais de la taxonomie autour de est-ce que le nucléaire doit être une énergie verte ou pas une énergie, enfin une énergie oui, verte ou une énergie de transition. Il y a des batailles normatives à les conduire à l'échelle européenne pour avoir des réglementations qui soient plus favorables à notre tissu industriel existant. Maintenant, l'Union européenne, elle est insatisfaisante dans sa construction actuelle parce que, on a, finalement, soit on a été trop loin dans la construction européenne, soit on n'a pas été assez loin. Trop loin dans le sens où on a délégué trop de choses à l'Union européenne qui nous mettent dans un cadre contraignant et qui nous permettent plus d'ajuster comme on le souhaite, soit pas assez loin puisqu'on n'a pas c'est pas une fédération et donc on se retrouve dans un entre-deux qui nécessite, un accord de l'ensemble des États membres et qui fait qu'on peine à avancer, sur un certain nombre de sujets. Bon, toujours un exemple, qui est, la réciprocité dans l'accès au marché public européen, sur lequel, le Parlement vient de trouver un accord, là, il y a quelques semaines. C'est un sujet qui avait été mis sur la table en 2008 ou 2009 par Nicolas Sarkozy, qui est de dire: «Pour qu'une entreprise étrangère puisse répondre à un marché public européen, il faut que de la même manière, les entreprises européennes puissent répondre au marché public de ce pays». Et on se rend compte que l'Europe a un taux d'ouverture très élevé des marchés publics quand les autres pays ont un taux d'ouverture qui est beaucoup plus faible. La Chine, presque, c'est très difficile d'accéder aux marchés publics, mais c'est pareil au Japon, aux États-Unis. Et ce qui est quelque chose de simple, a mis beaucoup de temps à aboutir parce qu'au sein de l'Union européenne, vous avez des États qui ont des stratégies et des visions différentes. Et notamment les États du Nord, qui commercent beaucoup avec les pays asiatiques, n'avaient pas forcément de motivation à aller mettre des choses pour lesquelles ils avaient une crainte, qui est une réponse commerciale de la part de certains États. Et là, avec la montée en puissance de la Chine sur un certain nombre de sujets, critiques, pour la réindustrialisation, à la fois la maîtrise, des matières premières, critiques, que ce soit sur l'extraction ou le raffinage par des entreprises chinoises, toute la stratégie mise en œuvre dans le cadre des nouvelles routes de la soie et cetera, fait que et aussi son positionnement sur certains secteurs clés, pour des industries, pour l'industrie allemande, par exemple, la machine-outil, où la Chine prend des positions sur la robotisation, et cetera, font qu'on a un repositionnement de l'Allemagne, par rapport à la Chine dans le cadre européen. Et ça se traduit notamment à travers, la position que prend l'Allemagne dans les projets,
d'intérêt européen commun, les PIEC, où l'Allemagne va être très présente dans beaucoup de PIEC, que ce soit le PIEC qui est consacré aux batteries, au cloud. Il doit y en avoir un sur l'hydrogène, j'ai un petit doute, c'est possible que je fasse une erreur. En tout cas, on voit que les entreprises allemandes sont très présentes dans ces programmes. Et ça montre bien aussi l'évolution de l'Allemagne par rapport à ces pays. Et après, l'Union européenne, elle a plein d'injonctions contradictoires, mais qu'on retrouve à l'échelle des États. Je suis désolée, les réponses sont un peu longues et touchent plein de sujets. C'est par exemple tout ce qui va être, on parle de Green Deal à l'échelle européenne, donc transition énergétique et environnementale. Et en parallèle, on a la volonté d'autonomie stratégique de l'Europe. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier cette volonté d'être plus vertueux sur le plan environnemental, notamment avec tout le bloc énergie renouvelable, donc il devrait poser des questions de relocalisation ou de rapatriement de ces productions sur le territoire européen. Et en parallèle, on a la question de l'autonomie stratégique, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont faites à l'étranger, ou en tout cas les intrants viennent de l'étranger, et donc on n'est pas en situation d'autonomie. Et on pourrait le voir sur d'autres sujets. On voit bien que les positions parfois prises par Thierry Breton et la vision de Margaret Vestager ou d'autres commissaires européens peuvent être un peu différentes. Et donc, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à construire une vision à 27, en sachant que les commissaires européens, même s'ils sont commissaires européens, sont quand même nommés sur proposition des pays. Et donc, ils portent, bon gré mal gré aussi, un peu une part de patriotisme au fond d'eux. Je voudrais qu'on continue de brosser un peu le portrait de l'industrie en France d'aujourd'hui. La réindustrialisation appelle aussi un débat public. Il y a ce fameux Not in my backyard. Mm. Les industries, on a cette image d'Épinal d'une usine avec de la fumée noire. Euh, voilà, ça aussi, ça peut être un bloqueur Mm. potentiellement parce qu'il faut bien mettre ces usines quelque part. Il y a une vraie question d'acceptabilité et autant il y a le dire, on peut réindustrialiser. Et il y a une question d'acceptabilité qui se pose et en fait qui va se poser à l'acceptabilité dans la transition qu'on doit connaître. Elle va se poser à plein d'étages. Elle va se poser sur on parlait des sujets consommation d'énergie, mais à partir du moment où on dit, par exemple, on va supprimer les vols intérieurs, donc ça sous-entendrait logiquement qu'on revoie le maillage territorial en termes ferroviaires. Ça va poser des questions d'acceptabilité. Où est-ce qu'on fait passer les rails, où est-ce qu'on met des gares, comment on les accepte, et les usines. Et plus loin que les usines, hein, c'est aussi la question des matières premières critiques. On sait qu'on a certaines capacités en termes de matériaux, notamment sur le lithium, sur le territoire français. Est-ce qu'on a envie de les exploiter sur notre territoire ou non? En tout cas, ça pose la question de l'acceptabilité de ces unités. Et les usines, elles poseront aussi des questions d'acceptabilité, mais les projets de méthanisation posent des questions d'acceptabilité. La question de la gestion des ressources en eau et notamment de l'irrigation dans le domaine de l'agriculture pose aussi des questions d'acceptabilité. Et il y a la concertation nationale et il y a aussi la concertation locale qui doit se produire, en expliquant aussi que réindustrialiser, c'est renouer avec notre responsabilité environnementale. C'est-à-dire que de redevenir maître de notre destin ou trajectoire carbone, puisque plus on produit loin et moins on produit chez nous, plus on se rend dépendant de la trajectoire des autres, puisque on importe un certain nombre d'émissions qu'on a tendance à éviter, à ne pas prendre en compte quand on parle des émissions carbone françaises. On ne regarde pas toujours l'empreinte carbone du pays. Donc l'acceptabilité est une question très large, et c'est pour ça que je pense que le temps, aussi bien des présidentielles ou des législatives, aurait dû être un temps pour se poser vraiment sur le débat et sur le projet de société qu'on veut, et qu'on n'a pas eu, ce débat. Et on n'est pas plus avancé sur l'orientation environnementale qu'on veut prendre. Et on voit bien qu'il y a bien des choix à faire. Que ce soit, vous parliez des scénarios RTE, mais on a les scénarios ADEME aussi, qui montrent bien que sur les 4 scénarios, on a des choix de société qui sont totalement différents. Parliez de l'extraction de minerais sur notre territoire, je dirais même métropolitain, parce que je pense qu'en Guyane, on extrait quand même de l'or
et peut-être même dans d'autres, vous pouvez me confirmer ou infirmer. Ça peut être une des industries qu'on développe, pour la transition, énergétique, aussi peut-être vous parlez de production de batteries en Allemagne. Est-ce qu'en France, on se positionne aussi? Quels sont un petit peu les 2-3 secteurs de l'industrie que vous pensez prioritaires pour notre souveraineté, pour la transition qu'on devrait développer en France? Alors, sur la question des batteries, il y a des projets de Gigafactory en France, notamment dans le nord de la France. On n'est pas uniquement en Allemagne. Après, l'enjeu autour des batteries, c'est bien la maîtrise de la chaîne de valeur au sein des batteries, c'est-à-dire ne pas uniquement avoir des activités d'assemblage sur le territoire national, mais bien maîtriser les autres étapes. La production de cathodes et d'anodes, le raffinage des matières, l'extraction des matières et ça, c'est aussi d'une réflexion autour de, l'indépendance totale, elle n'existe pas, enfin, ça n'a pas de sens. C'est comment est-ce qu'on travaille avec d'autres pays pour créer des codépendances, en fonction de ce que nous, on sait maîtriser sur, le territoire et parfois aussi réfléchir à peut-être à des rachats, stratégiques. Sur ce qui est clé pour la souveraineté, je pense qu'il y a déjà un gros travail à faire sur les industries agroalimentaires. Comment est-ce qu'on redevient vraiment souverain, dans notre production, agricole? Comment on renforce cette base, industrielle? Aujourd'hui, il y a plein de choses, alors je crois que c'était, François Bayrou qui prenait l'exemple de la ratatouille ou du concentré de tomate qui n'est plus, produit, en France. Mmh. Ces industries, essentielles, on doit Maraîchère? maraîchère, le maraîchage. Ensuite, il y a le domaine de la santé sur lequel on doit renforcer notre base industrielle, notamment sur la production de principes actifs. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on produisait beaucoup plus de principes actifs sur le territoire. On a eu l'exemple du Doliprane pendant la crise. Alors après, il y a des organisations, des spécifications qui sont faites à l'échelle des continents, mais je pense qu'il y a une certaine liste de principes actifs et notamment ceux rentrant dans la composition des médicaments à intérêt thérapeutique majeur qu'on a intérêt à sécuriser sur le territoire national. Heu, Parce qu'on ne peut pas, dépendre, pour ces médicaments, d'entreprises étrangères et il y a peut-être des modèles industriels alternatifs à aller créer dans ce domaine-là. Modèles coopératifs pourraient avoir du sens, dans le domaine du médicament. Notamment, il y a un certain nombre de médicaments qui sont, tombés, dans le domaine public, qui sont produits plus que par une ou 2 usines à l'étranger et qu'on pourrait, imaginer, produire en France selon un modèle coopératif qui n'a pas exactement les mêmes exigences, en termes de rentabilité, par rapport à d'autres, acteurs, industriels. Donc il y a une réflexion sur, les biens stratégiques, dans l'aspect, santé et puis il y a le développement à côté de ça des biotech et des medtech sur lesquels on peut, prendre un avantage par rapport à d'autres pays. La crise du Covid, a mis en exergue l'intérêt d'avoir une industrie diversifiée. Quand vous disiez peut-être tout à l'heure l'exemple du Doliprane, je pense que c'est aussi arrivé à ce moment-là. On a eu l'exemple des masques, ensuite on a eu la reprise économique. Voilà, le mot pénurie est devenu, beaucoup plus fréquent qu'avant. Ensuite, s'en est suivi un petit peu des discours, des promesses. En fait, 2 ans depuis le début de la crise, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a rapatrié des choses ou est-ce que c'est resté des promesses, envolées? On est très loin d'avoir rattrapé, des choses. Alors la production de masques, bien entendu, on a vu qu'on était capable de produire assez facilement des masques en France. La question, c'est que la dernière usine qui produisait des masques en France, c'était une usine en Bretagne. Elle avait fermé, en faute de demande et notamment, par arrêt de contrat, public. Donc là, on est dans une période assez, exceptionnelle. La question, c'est de savoir, est-ce que l'exceptionnel va durer? Si oui, combien de temps? Ou est-ce qu'on va pas avoir un retour à la normale finalement et un retour aux habitudes, c'est-à-dire la recherche du moins-disant, enfin du mieux-disant économique, du moins cher à acheter. On a vu que les masques, on a quand même en France une grosse partie, et notamment par les acteurs publics, une grosse partie de l'approvisionnement qui se fait à l'étranger et notamment en Asie. Donc on n'est pas autosuffisant sur la production de masques, même si on en a fait sur le territoire. Parce qu'on est quand même dans une logique économique et puis de capacité à délivrer. Sur les principes actifs, on a eu quelque choses qui ont été faites, notamment avec l'investissement dans l'usine de Séquence, qui est qui est à côté de Lyon. Le problème, c'est qu'on donne de l'argent au titre du plan de relance à cette entreprise qui a été par la suite vendue à un groupe, étranger, à un actionnaire étranger.
donc ce qui questionne sur les choix qui sont faits et l'aspect long terme qu'on donne là-dedans. Et puis après, tout le reste, on est aujourd'hui aux effets d'annonce sur la relocalisation. On a eu alors on a eu quelques entreprises qui ont fait des annonces comme Aigle qui annonce rapatrier la production de ses bottes pour enfants, une autre entreprise qui a rapatrié des cuves émaillées depuis la Roumanie. Enfin, il y a des annonces, mais dans les projets annoncés par le gouvernement, on doit être à 800 projets de relocalisation. Aujourd'hui, ce ne sont pas des projets c'est pas des usines qui tournent, ce sont des choses qui vont se produire dans les années à venir. Donc la relocalisation, elle est encore timide. Et puis la relocalisation, elle va dépendre aussi des stratégies et trajectoires d'investissement des entreprises. Donc, si on est sur un mouvement de temps long, le réinvestissement va profiter à la France. Si on a un retour à la normale, dès qu'on a un lissage enfin, dire, un retour au calme du côté de l'Ukraine et puis une fin définitive de la crise sanitaire, alors ce sera encore des vœux pieux. Aujourd'hui, les décisions de relocalisation et de réindustrialisation des acteurs industriels, c'est moins de 10% des acteurs industriels qui se posent ces questions. On voit par contre un gros mouvement du côté des approvisionnements qui pourrait, en fait, c'est la demande qui va tirer la réindustrialisation. La demande, c'est acteurs publics, consommateurs, entreprises, export. Et on voit beaucoup d'entreprises qui cherchent à s'approvisionner en France ou en Europe. Et si elles maintiennent cette volonté de s'approvisionner de manière durable sur le territoire national, malgré un surcoût, alors on sera sur une réindustrialisation qui va s'enclencher. Si elles ne maintiennent pas ces stratégies d'approvisionnement parce que les acheteurs vont revenir à des logiques purement de coût, alors la réindustrialisation risque d'être beaucoup plus compliquée parce qu'elle repose essentiellement sur un travail autour de la demande. C'est pas pour plomber l'ambiance, mais je voudrais poser 2 questions, qui moi, me donnent un petit peu de doute quant à la capacité de la France à se réindustrialiser prochainement. C'est même Nicolas Goldberg qui m'en parlait dans un épisode, précédent. Quand on voit le prix de l'électricité qui explose en France, bien plus qu'en Allemagne, par exemple, hem les entreprises, elles vont avoir beaucoup de mal à produire, en restant dans leurs coûts. Oui, mais la question de l'augmentation du prix de l'électricité, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est un mouvement qui est durable ou un mouvement qui est temporaire? Si c'est un mouvement qui est temporaire, on peut mettre en place des mesures par les acteurs publics. Jusqu'en Et 2024 à peu près au minimum. donc il y a les mesures côté acteurs publics et les mesures d'efficacité que les entreprises peuvent prendre. Mmh. Il est J'ai bien dit à court terme, parce que selon Mmh. RTE, il y aura des tensions jusqu'en 2024. Et bien entendu que ça complexifie la réindustrialisation, mais il y a une multitude de choses qui complexifient la réindustrialisation et qui font que c'est un pari gagné. Et c'est comment est-ce qu'on à la fois comment est-ce qu'on travaille sur les structures de coûts des entreprises avec un travail très précis sur tous les postes de coûts et voir si on peut essayer de gagner sur ces coûts. Donc il y a les mesures d'efficacité énergétique qui se posent, il y a les mesures de gain de productivité au sein des usines en travaillant sur tous les indicateurs possibles et imaginables. Et puis après, il y a des mesures d'accompagnement qui vont devoir être prises et notamment pour soutenir les électro-intensifs qui, aujourd'hui, on a un avantage comparatif avec une électricité plutôt décarbonée par rapport à d'autres acteurs, que ce soit l'Allemagne ou des pays, et donc les pays de l'Est d'Europe. Et donc, il faut utiliser cet avantage comparatif. Mais il est évident qu'il va falloir garantir certains prix, notamment pour les électro-intensifs, ce que font tous les pays en dehors de l'Europe. La Norvège, le Canada, etc. On va passer maintenant un petit peu au chapitre, décarboner l'industrie. Donc l'industrie, c'est 13% du PIB, mais c'est aussi 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Je vous ai entendu dire aussi que l'industrie, c'est un petit peu le secteur qui peut permettre de favoriser aussi la décarbonation, des autres secteurs. Oui, enfin, il est évident que l'industrie, elle apporte des réponses techniques. Alors, bien entendu, si on regardait de manière totalement objective, à travers, au-delà des émissions de l'industrie, il y a aussi toutes les émissions liées au transport et notamment au transport de biens industriels. Donc, on pourrait la regarder de manière plus globale, mais l'industrie a une capacité à apporter des réponses techniques à ces sujets de carbone, enfin de décarbonation de l'économie, qu'elle est en elle-même
peut travailler sur une décarbonation de ses productions. Notamment, il y a tout le travail qui est en train de faire pour être décarboner les industries lourdes, le travail qui est fait à Dunkerque, les réflexions qu'ont les électro-intensifs là-dessus. Et donc, la réindustrialisation, c'est aussi une réponse au sujet de notre trajectoire carbone à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on importe des produits qui sont produits avec un plus fort contenu carbone au regard du mix énergétique des pays d'où ils viennent. Et donc, plus on produit sur le territoire, plus on va être maître de cette trajectoire carbone, puisque ça va être nos choix à nous. C'est-à-dire, si je produis de l'acier à partir d'un mix énergétique décarboné, je serai mieux disant d'un point de vue environnemental que si je produis de l'acier à partir d'une électricité faite dans une centrale à charbon. Et donc, c'est aussi ça qu'on dit à travers la réindustrialisation, c'est de se dire, regardez les impacts carbone des productions sur l'ensemble de la chaîne de valeur, pas uniquement à l'échelle d'une usine, et regardons comment est-ce qu'en produisant en France, on peut réduire l'ensemble des postes d'émission, et puis comment est-ce qu'on peut penser des produits en retravaillant sur ce qu'est le produit, etc., pour abaisser son contenu carbone. Donc justement, d'où viennent ces émissions? C'est énorme, 20 pour 13 de PIB, 20 d'émissions nationales. D'où viennent ces émissions et est-ce que vous avez des pistes pour éventuellement les faire baisser? Euh, les, C'est l'industrie lourde, j'imagine, qui pollue plus? On sait qu'on a une concentration sur un certain nombre de sites des émissions, Mmh. notamment tout ce qui va être donc la production d'acier, d'aluminium. Donc on a une carte, notamment il y a une carte qui a été faite, je crois, une très bonne carte qui a été produite par une journaliste du Monde pour montrer tous les gros postes émissifs de carbone en France. On a donc une recherche d'efficacité sur les procédés industriels à avoir pour tout l'ensemble des autres sites. Donc il y a la production en tant que telle qui va émettre, et puis après il y a toutes les étapes en amont et en aval qui vont être émissives en termes de carbone. Quand vous dites la production en elle-même qui va émettre, c'est les réactions chimiques, c'est ça? Non, non, pas forcément les réactions chimiques, c'est parfois les procédés industriels. Vous allez, consommer, de l'électricité pour produire. Vous pouvez avoir en effet, dans le procédé industriel, un certain nombre d'émissions, de gaz qui vont être liées à soit des phénomènes de combustion, soit, d'autres phénomènes, qui vont émettre, du CO2 ou d'autres types de gaz, à effet de serre. Et donc l'enjeu aussi va être d'avoir des dispositifs, soit des procédés industriels qui vont émettre moins de gaz à effet de serre, soit d'avoir des mécanismes de capture de ces gaz en sortie de ligne. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des exigences réglementaires assez fortes dans ce domaine-là pour les capturer. L'objectif étant d'aller vers des procédés industriels qui vont être à la fois moins consommateurs d'énergie, moins consommateurs de ressources et surtout moins émissifs de gaz à effet de serre ou d'autres effluents. On parle aussi souvent de recyclage, de réemploi, qu'il y a toute une filière à ce niveau-là à développer. Si on prend les étapes de vie d'un produit, vous avez à la fois les étapes de production, d'extraction et de production des intrants. Donc là, vous avez une réflexion, ça dépend si vous raisonnez juste sur les émissions directes liées à l'usine ou si vous intégrez les émissions indirectes à la fois sur le transport pour le scope 2 ou le scope 3 qui vont être toutes les autres émissions. Et ensuite, vous avez le design du produit. Comment vous allez produire fabriquer un produit qui va être moins consommateur de ressources et donc avec moins d'étapes de production. Et là, vous allez réduire, et pas uniquement le sujet carbone, vous allez essayer de réduire globalement l'empreinte environnementale du produit. Et après, vous avez des phénomènes de réemploi et de réutilisation ou de réparabilité de votre produit. Et il y a le recyclage. Et donc, tout ça se pense aussi à l'étape de conception du produit. Comment je conçois un produit que je vais soit pouvoir réparer,
c'est-à-dire faciliter la réparation, réduire le nombre de pièces, avoir une plus faible complexité dans le produit. Et c'est aussi penser le recyclage, c'est-à-dire avoir un mix de matières que je vais pouvoir recycler facilement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de produits qui ont recours à un mélange, qui peuvent complexifier, notamment dans le textile, le mélange de fibres, qui peut complexifier les étapes de recyclage. Mais ça se pense vraiment, le fait d'aller dans une logique de circularité, se pense vraiment à l'étape de conception du produit. Donc ça se passe dans les bureaux d'études et aller aux étapes d'ingénierie, puisqu'après c'est finalement, trop tard. Une fois qu'il est produit, s'il n'a pas été dans ses spécifications, on n'a pas introduit cet aspect, quelles sont les matières que j'utilise? Comment je travaille sur des matières qui vont être, et la réflexion, elle peut être, très large. C'est-à-dire se dire, est-ce que, je reprends mon exemple du textile, est-ce qu'il est préférable d'avoir, du lin ou du coton ou, une matière, un textile synthétique? Parce que, le recyclage ne va pas être enfin pardon, avant de venir sur le recyclage, l'impact environnemental de ma matière ne va pas être le même, pour, la production et ma contrainte environnementale ne va pas être la même. On sait que le coton est, par exemple, extrêmement consommateur d'eau et que je vais plutôt m'approvisionner, à l'étranger. Alors que le lin, je peux avoir une production, locale. Même si ces questions, de ressources, globalement, en eau et autres vont se poser, de manière assez rapide, à nous. Donc je vais choisir, plutôt du lin et après je vais, plus je vais avoir une matière pure, plus elle va être facile à recycler. Quand je vais pen et ça se pense vraiment à l'étape du design et en fait, c'est repenser le design de l'ensemble de nos de du produit du quotidien et ça, on sait très bien le faire. On le fait très bien, on fait ce qu'on appelle les principes du design to cost. Le design to cost, on le fait pour réduire, les coûts, unitaires d'un produit et on pourrait très bien faire, un design to cost, pour l'environnement, pour réduire, ces postes, émissifs, que ça soit les postes, CO2, que ça soit, le poste consommation de ressources, le poste, biodiversité, et cetera. L'effort de décarbonation, ça risque de rendre les produits et les substances un peu plus chers que ceux de nos, voisins, qui n'auront pas fait le même effort. Comment éviter l'écueil où notre industrie se retrouve en fait, pénalisée pour avoir fait des efforts? Et aussi, peut-être question un peu plus d'ordre, sociologique, faire en sorte que les consommateurs acceptent de payer un peu plus cher, alors qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à l'inverse, plutôt au bas prix. Quand on voit par exemple la marque, de vêtements Shein qui fait un carton chez les jeunes et qui est très polluante. Comment gérer ces aspects du prix? Hem, Premièrement, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Je peux pas comparer un Shine avec, un 1083 ou un slip français. Parce que je ne suis pas du tout sur la même qualité de produit, je ne vais pas du tout m'adresser aux mêmes consommateurs. J'en ai un qui va être plutôt du bas de gamme, consommation de masse et j'en ai un qui va être plutôt sur du moyen de gamme et des gens qui, achètent déjà des produits dans cette gamme de prix, parce qu'ils vont chercher une qualité différente que ce que j'ai dans la fast fashion. Le prix d'un vêtement 1083 ou, slip français, c'est à comparer avec une marque comme, Levi's et pas comme Shine. Maintenant, pour la production de masse, à bas coût, on sait qu'aujourd'hui, on a des évolutions techniques qui vont nous permettre d'être compétitifs. C'est notamment tout ce qui est, tricotage, 3D. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont capables de produire des pulls à 20 € en France. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que, cette bataille prix-volume, elle est pertinente à conduire? Ou est-ce qu'on est sur un travail sur, comment, évolue la demande? Et donc la question du prix, on sait qu'elle se pose pour certains segments de marché, mais pas pour tous, qu'elle se pose pour certains produits, mais pas pour tous. Avec les efforts d'automatisation et cetera, le différentiel de prix, il y a des rapatriements de produits qui se font en France et qui arrivent à se produire à ISO-coût par rapport à ce qui se fait en Chine. Parce qu'on a retravaillé sur, les fonctionnalités produits, le design du produit, le recours aux matières et cetera. Et après, il y a la question de la demande. Comment est-ce que la demande évolue en se disant: «Bah, j'ai peut-être pas besoin d'avoir, 5 t-shirts Shine, mais un t-shirt, produit de manière, durable et soutenable sur le plan environnemental» et là,
dire ça, d'autres marques savent le faire et c'est pas forcément en France. Et donc ça, après, il y a des questions de préférence d'origine du produit. C'est un effort de pédagogie et je pense qu'il passe beaucoup par de l'éducation dès le plus jeune âge sur d'où viennent les produits, comment ils sont faits, quelles sont les conséquences de nos choix. Et puis, une sorte de travail sur ce qui est tendance ou ce qui est cool. Et ça passe par. Alors, c'est peut-être de l'influence, je sais pas, je pense que le marketing saurait faire beaucoup mieux que moi, mais expliquer que le cool, c'est pas de changer de produit tout le temps et d'avoir le dernière chose à la mode, le dernier téléphone, le dernier ordinateur, mais c'est bien finalement d'avoir un produit qui dure plus longtemps et qui répond vraiment à nos besoins. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la course au plus. Par exemple, prendre l'exemple, je ne vais pas prendre des marques, mais Apple sort très régulièrement des téléphones et on voit à chaque fois des courses, des gens qui sont prêts à attendre pendant des heures pour avoir le dernier iPhone. Pourtant, l'évolution technique du dernier iPhone, elle n'est pas si ouf que ça, et que par rapport à l'usage quotidien on a souvent des téléphones ou des outils surperformants par rapport à ce dont on a besoin. Et donc là, c'est aussi une réflexion à la fois sur la demande et sur l'offre, sur aller sur des produits qui répondent réellement à nos besoins et ne pas avoir des phénomènes de surqualité qui induisent forcément des surcoûts et parce qu'il y a des surconsommations de matière. Donc, j'ai bien conscience que je ne réponds pas totalement à la question parce qu'il y a des effets de réglementation aussi qu'on peut mettre en place pour contraindre certaines évolutions. Il y a le travail sur la demande et d'incitation à aller vers des choses mieux-disantes qui passent forcément par des phénomènes d'éducation et puis de transparence beaucoup plus forte sur les chaînes de valeur. Et après, il y a la réalité qui est que le Made in France, en tout cas le mieux-disant environnemental, parce que le Made in France a aussi un travail très important à faire sur lui, sur la qualité et sur son impact, et pas toujours plus coûteux qu'un produit à bas coût fait ailleurs. Tout dépend de ce qu'on compare. Et je pense que si on avait un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, digne de ce nom, qui ne s'applique pas que sur des intrants, mais qui s'applique aujourd'hui, qui ne s'applique nulle part, mais qui demain pourrait s'appliquer sur les intrants que sont l'acier, les engrais, le ciment et d'autres produits. Si on s'appliquait vraiment sur les produits semi-finis et finis, alors on aurait eh bien un vrai prix pour ces produits. Aujourd'hui, on paye un prix économique, on ne paye pas un prix environnemental et un prix social. Merci Anis Fouadjilis. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Merci au studio 1212 d'avoir produit cet épisode, à Gilles Marteau pour la musique et à vous bien sûr pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.